Ben, on est en live. Donc, salut à tous et bienvenue. On est en live pour ce nouveau live Femmes inspirantes. Et aujourd'hui, je suis avec Lola, qui va nous parler d'elle et de ses projets et de pourquoi c'est une femme inspirante. Mais donc déjà, bienvenue Lola. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu me vois bien et que tu m'entends bien. Et évidemment, pour ceux qui nous rejoignent aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien. Lola, un petit mot de bonjour pour commencer. Oui, je suis très contente de te retrouver, Lionel, sur ce live. C'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais ça m'a fait plaisir que tu m'invites et de passer après Elodie. En plus, c'est un plaisir. Bah écoute, je te remercie. J'en profite, hein, donc pour ceux qui nous retrouvent, n'hésitez pas à vraiment nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. On a peut-être des petits problèmes de connexion, donc peut-être qu'il y aura des saccadements, je ne sais pas encore. Euh, ben, euh, Avant qu'on commence, peut-être un petit mot justement sur le live d'Elodie. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ça m'a fait vraiment super plaisir de l'entendre et puis surtout d'apprendre qu'ils allaient effectivement lancer quand même leur campagne de crowdfunding le mois prochain, parce qu'avec le confinement et tous les événements récents, il y a beaucoup de personnes qui savaient pas forcément comment rebondir. Et là, Mhm. c'était une très belle nouvelle que de savoir que au final, tout se déroule comme sur les roulettes. Donc, je suis très contente pour eux et ça m'a fait beaucoup de bien de l'entendre et c'était un chouette live. Ok, bah écoute, c'est cool. J'espère que je vois qu'il y a les premières personnes qui commencent à nous rejoindre, donc n'hésitez pas à nous mettre des petits messages. Donc il y a Eric qui nous dit bonjour. Eric, n'hésite pas à nous dire si tu nous vois bien, si tu nous entends bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On essaiera de rebondir dessus en temps et en heure pour pouvoir rebondir sur vos questions. Voilà. Est-ce que tu es prête, Lola? Est-ce que Ouais, c'est bon pour carrément. toi? Ouais, j'essaye juste d'essayer de suivre peut-être en même temps pour voir les personnes qui rejoignent la vidéo. Mais sinon, Mhm. Lionel, tu me feras signe, hein, je compte sur toi pour m'aiguiller s'il y a des personnes qui posent des questions ou voilà. Ouais, alors moi je suis le chat, ne vous inquiétez pas, hein, je rebondirai sur vous. On va peut-être commencer alors. Est-ce que rapidement déjà tu peux un peu te présenter un peu plus en détail sur qui tu es, quel est ton parcours. Donc vas-y, on t'écoute. Alors, du coup, moi, je m'appelle Lola, j'ai 26 ans et je suis strasbourgeoise d'origine, revenue à Strasbourg assez récemment puisque je suis rentrée l'été dernier. En juin 2019, après un coup de fil avec Adrien Collot, que certains connaissent. Adrien Collot, qui est donc strasbourgeois également et à l'origine de la crème solaire New avec Corentin. On est des amis d'enfance et justement après l'explosion de la campagne de crowdfunding qu'ils ont menée pour financer ce projet-là, on a voulu ensemble aller plus loin dans l'engagement pour la protection de l'environnement en créant une association, une ONG de protection des océans. Et c'est pour ça que je suis revenue à Strasbourg pour écrire les statuts et commencer ce gros projet. Donc voilà, strasbourgeoise d'origine. Au niveau du parcours, j'ai fait mes études dans un premier temps à Strasbourg, mais je suis partie assez rapidement parce que je suis partie quand j'avais 17 ans pour faire une licence en droit franco-allemand à Lyon. Et ça me plaisait pas tant que ça. J'avais un peu du mal à savoir ce que j'avais envie de faire jusqu'à ce que je me décide à poursuivre quand même dans le droit et à faire un master en droit international et en droit européen. Du coup, à ce niveau-là, j'ai commencé à me spécialiser dans ce qu'on appelle le droit humanitaire. En gros, c'est le droit des conflits armés, les règles qu'il faut respecter quand il y a une guerre. Et j'ai découvert le monde du coup des Mhm. réfugiés, des personnes un peu en difficulté, et aussi tout ce qui était pollution et environnement, ce qui m'a amené à ce combat actuel qui est Octopus, du coup pour les personnes qui connaissent, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Et du Mhm. coup, voilà, parcours un peu atypique parce que j'ai jamais forcément su ce que je voulais faire à la base. Et au final, à 26 ans, je me retrouve à diriger ce gros bébé qui est Octopus et puis je suis très heureuse de le faire. Donc, voilà. Bah écoute,
c'est super, c'est intéressant. Alors juste en attendant que donc les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et n'hésitez pas à poser vos questions à Lola. Moi, je vais juste revenir là sur ta formation sur la guerre. Tu peux juste un petit peu détailler exactement parce que ça a l'air intéressant comme truc. Ouais, alors le droit international humanitaire, si tu veux, c'est un peu le pendant des droits de l'homme. Tout le monde a déjà entendu, je pense, parler des droits de l'homme. En fait, le droit humanitaire, ça va être le droit qui va s'appliquer en temps de conflit, conflit armé, mais pas seulement. Alors que les droits de l'homme, c'est un droit qui va s'appliquer en temps de paix, enfin, à tout moment, on a des droits qu'on peut faire valoir. Or, quand on est dans une situation de guerre, il y a certaines règles qu'il faut respecter, que ça soit surtout les combattants, en fait, les personnes qui mènent la guerre, la protection des civils, la protection des édifices religieux, la protection de la femme. Il y a énormément de règles à respecter. Et du coup, moi, j'étais chargée de la protection des personnes et de la sécurité humaine. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, j'ai été amenée à travailler beaucoup avec les Roms, les migrants, aussi avec les personnes sans domicile fixe, usagers de drogue, un peu ce qu'on met dans la catégorie des personnes vulnérables. Et suite à une mission en Grèce dans un camp de réfugiés, j'ai été quand même relativement choquée par la pollution plastique qu'il y a en Grèce, puisqu'il n'y a pas de traitement des déchets ou de valorisation de plastique. En plus, quand on est dans une situation un peu compliquée qui est la prise en charge des migrants, on passe un peu au second plan la protection de l'environnement, alors que la pollution plastique, c'est quelque chose qui va tous nous concerner. Et en plus du fait que ça soit assez difficile de travailler dans l'humanitaire, j'avais l'impression de ne pas pouvoir avoir un impact suffisant sur les actions que je mettais en place. Donc assez rapidement, l'envie d'en faire plus et à une échelle plus globale est venue. Et du coup, avec Octopus, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Bah écoute, ça tombe bien que tu nous parles d'Octopus puisqu'on va rebondir là-dessus. Donc tu as cofondé cette ONG. Est-ce que tu peux vraiment nous en dire un peu plus sur c'est quoi les missions, qu'est-ce que vous avez déjà fait, c'est quoi votre vision, vos valeurs? Ouais, carrément. Alors, pour recommencer le petit pitch du début, donc ça s'est passé l'été dernier. Adrien lance sa campagne de crowdfunding. Il prend des engagements en disant un tube de crème solaire vendu, 1 mètre de plage nettoyée, 1 mètre carré de plage nettoyée, et aussi une partie des bénéfices qui vont au financement de récifs artificiels, donc pour la préservation du corail. À ce moment-là, moi, je suis en Grèce et je travaille justement à l'implantation du premier récif artificiel en Grèce et je cherche un moyen de financer ce projet. Donc, j'appelle Adrien, je participe à la campagne et je lui demande s'il n'y a pas éventuellement moyen de faire des ponts entre cet engagement-là que lui a pris et le projet que moi, je suis en train de mener en Grèce, tout simplement. À Corfou, justement, on en parlait encore aujourd'hui d'ailleurs avec toi, Lionel. Ouais. Donc voilà, je suis à Corfou, je travaille sur la création de ce récif artificiel et je vois parallèlement que Adrien prend des engagements un peu similaires. Du coup, on s'appelle, on reprend contact. On se connaît depuis qu'on est tout petit, donc vraiment, c'est un plaisir de voir que chacun on a évolué de nos côtés et que potentiellement on peut faire quelque chose ensemble. Quelques jours plus tard, il m'appelle en me disant on a vraiment envie de s'impliquer davantage. New, la crème solaire, c'est un projet qui nous tient à cœur, mais on a envie d'avoir un impact plus global. Et avec tes compétences de juriste et ton réseau, parce que du coup, quand on travaille avec les organisations, les institutions européennes et d'autres organisations environnementales et humanitaires, le réseau se constitue quand même assez rapidement. Donc moi, j'ai cette chance-là d'avoir pu bénéficier de pas mal de contacts. Et assez rapidement, je décide de revenir à Strasbourg pour monter cette association-là, donc avec Adrien, son associé, qui est aussi un ami à moi, avec Lisa, qu'on a vu également dans Femmes Inspirantes, et avec un ancien camarade de promo, et
3 autres personnes qui sont donc dans les membres du bureau, qui sont les postes obligatoires dans une association. Donc au total, on est 8, d'où Octopus. Octopus qui veut aussi dire la pieuvre en anglais. Donc cette métaphore du réseau avec les tentacules qui vont un peu à droite à gauche. Et là, c'est le point où on en est à l'heure actuelle parce qu'on est en train d'ouvrir d'autres antennes et d'avoir un panel d'action qui est de plus en plus étendu. Et du coup, on est très content de ça aussi parce que ça marche plutôt bien. On peut saluer Elisa d'ailleurs qui nous regarde là actuellement. J'ai vu qu'elle avait mis un petit cœur sur la vidéo. Alors, attends, je regarde juste. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vos questions pour ceux qui nous regardent. Là, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Si vous avez jamais des questions pour revenir soit sur un petit peu le parcours de Lola, soit sur Octopus. Alors, je vais changer juste de bannière. Voilà. Donc, on va un petit peu parler du confinement puisque on en avait discuté. Il y a, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Le confinement, justement, ça vous a un petit peu posé problème, comme pour beaucoup de personnes. Hein. Je pense qu'il y avait quelques projets qui avaient été mis en difficulté. Comment est-ce que vous gérez le confinement? Comment ça se passe pour vous? Comment vous avez réussi à rebondir Du coup, là, on a parlé un peu de mon parcours et de comment on en est venu à créer cette association. Pour ce que l'association fait vraiment de manière concrète, on travaille sur 2 thématiques qui sont la collecte et la valorisation du plastique d'une part et la protection de la biodiversité marine essentiellement. Mais on va bien sûr mener aussi des actions sur la biodiversité de manière globale parce qu'on est à Strasbourg et qu'on est plutôt éloigné des littoraux. Donc forcément, il faut avoir une action qui est globale. Le problème, c'est que ça soit la première thématique ou la deuxième, elle nécessite qu'on se rencontre, qu'on organise des opérations de nettoyage où forcément, on va pas être que 1 ou 2. Le but, c'est de fédérer une communauté d'acteurs qui vont être engagés. Donc, le fait de se retrouver, c'est vraiment primordial. Sinon, on aurait créé une entreprise et pas une association. Le but d'une association, c'est de pouvoir de se rencontrer, de pouvoir échanger, de participer à des événements, à des actions, à des festivals, à des salons, à énormément de choses. Et du coup, le confinement, il est vraiment venu arrêter cette ascension de manière assez brutale, puisque on avait énormément de projets pour l'été. On devait partir en campagne de dépollution pendant plusieurs mois aux côtés de Wings of the Ocean, pour ceux qui connaissent, qui est quand même une très grosse association. On devait organiser des cleanings de grande envergure à Lyon, près de Montpellier, à Paris, même à Strasbourg. Ce qui n'est plus possible. On était prévu sur énormément d'événements qui ont été annulés aussi. Donc au début, ça a été vraiment un coup dur parce qu'il faut savoir que pour l'instant, chez Octopus, on est tous bénévoles. Donc on fait tout ça à côté de notre travail. Et personnellement, moi, j'ai quand même réduit vraiment beaucoup pas ma propension à travailler, mais en tout cas les horaires salariés que je faisais avant. Donc j'ai à peine de quoi vivre et l'été devait vraiment nous lancer. Et là, voilà, avec le coronavirus, c'est un peu compliqué. Donc au début, c'était pas évident. Et de fil en aiguille, j'ai l'impression que cette solidarité qui s'est créée entre les différents acteurs qui ont été impactés par le coronavirus a été bien plus bénéfique que si au final il n'y avait pas eu cette période un peu de latence qui était intervenue, parce que ça nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent. Quand tout fonctionne bien, qu'on rencontre pas forcément d'obstacles, on a tendance à se disperser. Et là, en l'occurrence, le coronavirus a été un bon moyen de consolider nos liens et d'être sûr des projets qu'on voulait mener. Et du coup, au final, ça a été un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Ok, c'est cool. Si cette période vous permet de mieux rebondir derrière. Alors j'en profite puisqu'on a eu des questions. La première qui a été posée, qui concerne justement le projet Octopus, c'est comment tu as décidé de te lancer. Donc qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer vraiment dans ce projet Octopus? Qu'est-ce qui m'a décidé? Je pense que j'avais envie d'avoir un vrai impact et d'être actrice de la transition.
de mettre à profit mes compétences et le réseau que j'avais réussi à construire depuis que j'ai commencé à travailler, parce que je suis engagée dans le domaine associatif depuis vraiment toute petite. Et du coup, ça me paraissait assez évident. J'ai pas eu de crainte ou j'ai pas rencontré de difficultés parce que c'était vraiment clair pour moi dès le début ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Alors bien sûr, je fais encore beaucoup d'erreurs. Il y a des choses que j'apprends tous les jours, justement parce qu'en tant que juriste, je vais peut-être avoir cette expertise technique. Je sais écrire, je sais m'exprimer, je sais solliciter des demandes de subventions, monter un projet. Mais toute la partie qui va être plus communication, visibilité, ces mots d'entrepreneurs B2B, B2C, les salons qu'on connaît pas forcément, c'est aussi quelque chose qui va être très important de maîtriser, d'où la nécessité de s'entourer de personnes qui ont ces compétences-là. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce projet Octopus, c'est que il permet un peu de faire la jonction entre des environnements et des personnalités qui sont différentes, qui vont avoir des compétences également diverses mais complémentaires. Et c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur cette idée de réseau, parce que on a besoin de tout le monde dans cette aventure et on invite vraiment les gens à nous contacter, à nous rejoindre, parce que ces personnes aient des compétences en montage vidéo, en graphisme, ou simplement qu'ils soient prêts à mettre des gants pour aller ramasser des déchets avec nous, que nous ensuite on va quantifier, qu'on va valoriser. C'est déjà un bon pas dans ce processus d'engagement qui est important pour nous et qu'on incite à faire. Voilà. Ok, super. Je continue avec une autre question qui concerne toujours un petit peu le même sujet. Donc Caro qui demande: c'était compliqué de lancer ton association, tu as rencontré beaucoup de difficultés? Point d'interrogation. Comme dit, c'était pas difficile. Après, j'ai pas envie de dire c'était pas difficile pour moi, donc ça va pas l'être pour vous, dans la mesure où, comme je l'ai déjà évoqué, pour moi c'était un projet qui était latent depuis plusieurs années parce que j'ai travaillé avec différentes ONG, des grosses structures. Je connais les dispositifs de l'Union européenne. Enfin voilà, j'ai un parcours professionnel qui est assez riche, donc ces connaissances-là, je les avais. Mais pour moi, la chose la plus importante, si vous avez aucune, entre guillemets, compétence sur tout ce qui va être juridique, associatif, mais que vous avez une idée et que vous arrivez à vous entourer des bonnes personnes, vous y arriverez, clairement, parce que c'est vraiment la volonté et le réseau qui va faire que vous allez réussir à aller au bout de votre idée et au bout de votre projet. Bah écoute, ça tombe bien que tu parles de réseau, puisque justement, il y a une question qui dit comment as-tu fait pour améliorer la visibilité de ton association de façon à créer ton réseau? Alors, ça, c'est une bonne question parce que justement, j'ai appris beaucoup de choses en revenant à Strasbourg. Comme je le disais au début du live, moi, je suis partie quand j'avais 17 ans de Strasbourg. Donc, j'ai vécu toute seule assez rapidement et j'ai eu l'habitude d'à chaque fois reconstituer un environnement autour de moi, qui soit professionnel ou amical. Donc, ça, c'est quelque chose qui me faisait pas peur. Pour autant, quand je suis revenue à Strasbourg, donc l'année dernière, après voilà quasiment 10 ans sans être venue de manière prolongée, j'ai retrouvé Mhm. Adrien, cet ami d'enfance. J'ai rencontré Ben et Joe, Marie-Elisabeth, toutes ces personnes qu'on connaît plus ou moins quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat à Strasbourg. Et c'est là que j'ai découvert une nouvelle dimension de l'associatif, parce que ce qui est important à l'heure actuelle, en 2020, c'est vraiment la communication, la stratégie digitale. Et c'est là qu'on a réussi aussi à se démarquer, parce que avant même de structurer exactement les actions qu'on avait envie de mener, on a contacté Ben et Joe et on a essayé de trouver les financements nécessaires. Après, Ben et Joe ont été vraiment réceptifs et nous ont donné un gros coup de pouce dans la structuration de Mhm. l'identité graphique de l'association. Mais ça, c'est quelque chose qui est important à l'heure actuelle, je pense, quand on s'investit dans le côté associatif, c'est de prendre les codes qui marchent de l'entrepreneuriat pour redonner un peu une image jeune
à l'environnement, à l'associatif et utiliser les codes qui sont ceux de notre génération, quoi, les réseaux sociaux, avoir un beau logo, une belle identité, savoir communiquer, se montrer, c'est des choses qu'il faut apprendre. Bah écoute, c'est intéressant. Donc je vois qu'il y a justement Marie-Elisabeth qui nous regarde. Donc qui a mis un petit message en disant la plus chouette avec un cœur. Donc salut à toi Marie-Elisabeth. J'attends si vous avez encore des questions à poser à Lola, mais on va continuer. On va revenir peut-être un peu plus sur toi. Justement, quelles sont un peu tes passions, ce que tu aimes faire? Est-ce que c'est forcément lié justement au projet Octopus ou tu as des passions qui peuvent être un peu autres, un peu plus cachées, si évidemment tu as envie d'en parler, hein. Oui, alors mes passions, je pense déjà le voyage, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps et qui a contribué au réseau que j'ai à l'heure actuelle, parce que j'ai beaucoup bénéficié du dispositif Erasmus+. Bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler maintenant, mais j'invite les personnes qui sont aussi friandes de voyage et d'expériences de mobilité à contacter Octopus pour éventuellement participer aussi à Erasmus+, parce que c'est un dispositif de la Commission européenne qui permet de partir gratuitement à l'étranger et d'apprendre pas mal de choses. Donc j'étais ce qu'on appelle facilitatrice européenne pendant pas mal d'années, ce qui m'a permis de travailler et de voyager dans une dizaine de pays, donc aussi d'avoir un réseau, en l'occurrence, qui s'est créé dans tous ces pays-là. Et puis après, j'aime beaucoup faire la cuisine. J'aime rencontrer des gens, aller à des concerts, la musique. Ouais, j'ai pas mal de passions et bien sûr la mer, le soleil. Et je suis contente d'ailleurs que ce confinement soit plutôt ensoleillé parce que ça aurait été très dur à mon avis de vivre cette période-là en plein hiver à Strasbourg. Donc au final, voir le verre à moitié plein, c'est aussi une bonne philosophie, je pense. Alors je reprends un peu les messages qui sont faits. Il y a un message d'Eric qui dit ah, le voyage en effet, ça forge de belles rencontres. Ensuite, il y a aussi Joe qui te dit bonjour, Joe qui dit bonjour à Marie-Elisabeth. Coucou Marie-Elisabeth, j'avais pas vu que tu étais là. Voilà, donc des petits messages entre personnes. Voilà. Voilà si. Ah, il y a Marie-Elisabeth qui dit sacrément épatante cette nana. Voilà, donc t'as des messages de tes supporters. Ah mince, je l'avais pas mis. Alors j'avais pas fait de bannière, mais ça tombe bien que tu finissais ta phrase par la philosophie. C'était pour revenir justement sur c'est quoi ta philosophie de vie, ta façon justement de vivre les choses maintenant au 21e siècle, avec tout ce que tu as appris justement dans la vie, avec ce que tu as pu développer sur justement ton rapport par rapport à l'océan et à la nature, j'ai envie de dire. Je pense que un peu la philosophie de vie qui me correspond le mieux, c'est vraiment que les obstacles, on peut dire forgent la jeunesse, mais forgent tout au final, puisque c'est des coups durs et des obstacles qu'on apprend le plus quand tout roule. Et justement, ça fait le lien avec ce que je disais avant. Avant le confinement, vraiment, on n'a rencontré aucun obstacle avec Octopus. J'ai écrit les statuts, on les a déposés, on a réussi à avoir une donation pour pouvoir travailler sur l'identité graphique, commencer à tout structurer. Et du coup, tout allait bien, même un mois après le lancement en presse qui s'est déroulé à l'Anticafé grâce à Marie-Elisabeth et toute la team. On était à Paris sur le salon Change Now, qui est un salon international où on a pu parler à Nicolas Hulot, qui est reparti avec sa crème solaire New, d'ailleurs, parce qu'on y était avec Adrien et avec Lisa aussi. Donc vraiment, pour nous, c'était inespéré. Un mois d'existence, on se retrouve déjà sur un salon au Grand Palais à Paris. Et puis là, il y a le confinement, tous les projets qui sont annulés, mais qu'est-ce qui ressort de ça?
au final, justement, on a créé des projets pendant le confinement pour venir en aide à des personnes isolées dans les squats à Strasbourg. Donc, un projet qui est soutenu par la Fondation de France. On se restructure, on va se concentrer sur nos actions locales, sur plein de petites questions qui étaient peut-être passées un peu à la trappe. Et du coup, un conseil pour moi, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques et que si jamais ces risques sont pas suffisants. Il y a toujours un moment où on va apprendre de ses erreurs et on peut bien sûr apprendre de ses réussites aussi. Hein. Et je favorise pas l'échec, mais en tout cas pour moi, plus j'ai eu des coups durs, mieux je m'en suis relevée après. Donc voilà. Donc, bon, un petit message de Joe qui te traite de machine de guerre. Si tu apprécies bien sûr la comparaison avec une machine de guerre. Alors, je sais pas s'il pense à un hélicoptère, à un tank ou à quelque chose d'autre. Je sais pas si t'as un petit surnom, t'appelles Lola l'hélicoptère ou Lola ou on t'appelle le tank peut-être, non? Oh non, non, non. Non, non, j'ai des surnoms, mais ils resteront cachés pendant ce live. Ok. Alors je reviens sur une question qui avait été posée par rapport justement à ce que tu avais dit sur la partie communication. Il y a quelqu'un qui demande comment as-tu su à qui t'adresser? À Strasbourg, si on s'adresse pas à Ben et Joe, je pense qu'on s'adresse à personne. Donc c'était une évidence dès le début. J'ai parlé avec Adrien et je lui ai dit, moi ma priorité pour l'ONG, parce que justement j'ai travaillé avec beaucoup d'associations. Il y a des associations qui font des choses incroyables, mais quand on voit leur identité graphique, on n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie d'en savoir plus. Et du coup pour moi c'était vraiment un prérequis qui était essentiel. Adrien m'a parlé de Ben et Joe, m'a montré le travail qu'ils avaient fait pour New, donc je me suis dit c'est sûr et certain qu'on va également travailler avec eux. Et quand on commence à découvrir Ben et Joe et Aurélien qui les a rejoints aussi, on peut pas ne pas avoir envie de travailler avec eux, au-delà de réfléchir à une stratégie de communication. Ils ont vraiment à cœur de s'intéresser au projet, de s'intéresser aux personnes qui portent le projet. Et c'est un appui qui est très rassurant et qui est essentiel quand on se lance dans une aventure comme ça. Voilà. Ok. Je rebondis sur le fait que tu parles de Ben et Joe, puisque Joe te posait une question. Alors c'est une question assez importante, j'ai l'impression quand même. Il a demandé le verre à moitié plein, c'est que tu as bu l'autre moitié? Presque. Voilà. Euh, donc voilà, Joe, elle a bu effectivement Trois presque quarts. l'autre moitié. Euh, je vais revenir sur une question personnelle peut-être sur ce que tu as dit. Par rapport au voyage que tu avais effectué, c'était quoi quel est le lieu ou le voyage que tu as préféré parmi tous ceux que tu as fait? Je pense que celui dont je vais parler, c'est la Martinique, parce que j'avais prévu de m'expatrier en Martinique, donc c'était il y a un an. Que je suis revenue de Martinique. Donc, j'avais trouvé un travail, j'étais logée, j'avais la voiture. Enfin, c'était vraiment sur le papier, le taf de rêve avec une asso qui me plaisait, enfin, tout qui allait très, très bien. Et au final, une fois arrivée là-bas, c'était vraiment la désillusion. Je vais pas rentrer dans les détails, mais au final, il s'est avéré que j'ai pas été payée et que j'avais plus les moyens de me maintenir en Martinique parce que c'est enfin pas un pays, mais du coup une région ultramarine qui est très très chère, 40% de plus qu'en France. Du coup, je me suis retrouvée à devenir femme de ménage pour me maintenir en Martinique, en n'étant toujours pas payée d'ailleurs. Et c'était assez dur, surtout quand on commence une thèse en droit, de se dire que le seul moyen de survivre, c'est de devenir femme de ménage. Ça remet aussi un peu les points sur les i. Et quand ce contrat s'est terminé, la personne qui m'employait, si on peut dire comme ça, m'a déposé à la plage avec mes affaires et en gros m'a remercié mais sans me donner de salaire. Et là je me suis dit
faut encore que je reste 2 semaines en Martinique avant d'avoir mon vol retour. Et là, j'ai nulle part où aller. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Cathy et qui m'a un peu sauvé la vie à ce moment-là, puisqu'elle m'a proposé de vivre gratuitement sur le bateau de sa fille, puisque du coup Cathy vivait avec son compagnon sur un voilier et elle avait une petite goélette, donc un autre petit bateau pour sa fille quand sa fille venait la voir en Martinique. Du coup, j'ai eu cette chance incroyable, comme quoi, encore une fois, c'est les obstacles qui permettent de rebondir et de vivre des choses qui sont des fois inespérées. Puisque pendant 2 semaines, mes 2 dernières semaines en Martinique, j'ai vécu sur ce voilier. Pendant toute mon expatriation en Martinique, j'avais pas eu l'occasion d'aller plus que ça à la mer ou de voir la beauté de cette île. Et là, tous les matins, je me faisais réveiller par les tortues qui venaient taper à la coque du bateau. Et je me suis dit, c'est clairement ça que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. C'est de comprendre un peu mieux la biodiversité marine, de me reconvertir dans le droit de la mer, surtout après cet échec professionnel, du coup, en Martinique où j'étais censée travailler et je me retrouve femme de ménage sans rien. Donc, et je dénigre pas du tout justement toutes les personnes qui font ce métier-là parce que c'est vraiment dur et moi en l'occurrence j'ai la chance de pouvoir faire vraiment un métier qui me plaît. Mais c'était le voyage qui a un peu changé ma vie et qui m'a décidé à me réorienter dans le droit de la mer et la protection des océans. Donc, voilà. Ok. Bah écoute, alors, si vous avez des dernières questions à poser à Lola, n'hésitez pas. Je lis les derniers messages. Donc, il y a Joe qui te dit Lola, c'est une évidence pour nous. Tu es une belle personne avec de l'ambition et de magnifiques projets. Eric, c'est inspirant et encourageant. Moi, je vais te demander, c'est quoi un peu tes projets d'avenir, que ce soit pour Octopus, que ce soit pour toi ou autre, je sais pas, dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent. Est-ce que tu veux retourner de nouveau en Martinique pour t'expatrier une bonne fois pour toutes ou c'est pas Ouais, vraiment de l'expatriation non plus, hein, mais c'est marrant que tu fasses le lien entre mes projets et la Martinique parce que on a 2 projets, je pense, sur le long terme avec Octopus. Le premier, c'est d'ouvrir une antenne à Marseille. On est déjà en train de travailler là-dessus d'ailleurs et d'acheter un bateau parce qu'on voudrait avoir notre propre bateau pour pouvoir faire des campagnes de dépollution entre Marseille et la Grèce. On parlait aussi de la Grèce justement au début du live. Donc la mer Méditerranée qui est la mer la plus polluée au monde, on a vraiment envie d'avoir aussi nos actions là-bas, mais concrètes, donc en se dotant d'un bateau et en faisant des campagnes de dépollution. Adrien et Lisa sont tous les deux plongeurs et apnéistes, moi également, donc pour nous c'est un peu une évidence que quand l'association aura les moyens, on fera des croisières éco-volontaires avec toutes les personnes qui ont envie de participer à la dépollution pour pouvoir collecter aussi de la data sur le plastique, le microplastique, que nous, on n'a pas l'ambition de dire qu'on est des grands scientifiques. Par contre, on a un réseau qu'on peut mettre à disposition et avec les synergies qu'on est en train de créer avec différentes structures partenaires, c'est tout à fait cohérent de se dire qu'on va se doter d'un bateau on s'est fixé un objectif d'ici 2 ans. Et le deuxième gros projet que j'ai envie de mener personnellement et qui a été déposé là à la Fondation de France, c'est de mener une campagne de sensibilisation sur le corail français, justement dans les dom-toms, parce que en tant que juriste en droit de la mer, j'ai appris beaucoup de choses, notamment que la France a quand même le plus gros domaine maritime au monde, donc avant les US. c'est pas le deuxième derrière la Russie ou les États-Unis, non? Non, 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 c'est le premier. C'est vraiment le premier. Et depuis 2016, parce que du coup, ils ont augmenté ça s'appelle zone économique exclusive. Mhm. Et d'ailleurs, leur ZEE, du coup, qui est l'espace dans lequel ils sont souverains pour exploiter les ressources qu'ils y trouvent, que ce soit hydrocarbures, poissons ou peu importe. La France, pour le coup, a la deuxième plus grosse zone économique exclusive, mais elle a Bah voilà. le premier
domaine maritime au monde. Donc c'est quand même une place de choix quoi au niveau mondial. Et pourtant, on n'est pas du tout au courant de la richesse du corail français. Et c'est une thématique sur laquelle j'ai beaucoup envie de travailler, puisqu'en tant que ONG, on met vraiment en avant le côté pédagogique, ludique, et plein de personnes ne savent pas ce qu'est le corail. C'est pas une critique, je veux dire, moi je le savais pas non plus forcément avant de travailler sur la question, mais je trouve que c'est dommage, puisqu'à l'heure actuelle, une respiration sur deux nous est offerte et due grâce aux océans qui absorbent 50% du dioxyde qui nous permet de respirer. Donc c'est vraiment très important de préserver les récifs coralliens qui sont un peu les poumons des océans comme peuvent l'être les forêts, mais il y aura un impact sur notre santé qui va être assez terrible si on s'en rend pas compte. Et loin de vouloir culpabiliser qui que ce soit, on veut simplement rendre les gens conscients et leur proposer d'être acteurs de la transition, puisque c'est quelque chose qu'il va falloir commencer à faire sérieusement, étant donné qu'en une génération, on a produit plus de plastique que dans toute l'histoire de la révolution industrielle. Donc voilà, on est peut-être jeune, en tout cas ça peut être peut-être bizarre de se dire à 26 ans, diriger une ONG, c'est peut-être un peu trop, mais non, on est convaincu, on a un réseau, on a su s'entourer et on a déjà gagné en crédibilité parce que on est soutenu par la Commission européenne, par la Fondation de France, par de nombreuses personnes. Et c'est que le début parce qu'on vient de fêter nos 6 mois, donc vivement la suite. Bah écoute, ouais, il vous reste 6 mois pour fêter vos 1 an, donc plein de choses encore à faire. Bah, j'espère Euh, qu'on on espère. Alors je vais prendre la dernière question pour clôturer un peu cette partie questions-réponses. Donc tu l'avais déjà évoqué, mais il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu travailles à côté de l'association où tu es engagé à temps plein dedans? Et est-ce que des gens s'opposent à tes projets car leurs idées sont différentes des tiennes? Comment tu gères ça? Alors oui, je travaille à côté. Donc là, je suis 100% bénévole pour Octopus. Je travaillais à côté, mais c'était vraiment compliqué émotionnellement parlant parce que c'est un projet qui me tient tellement à cœur, la gestion et le lancement de cette ONG, que dans ma tête, j'arrivais pas à diviser, ok, là je suis au travail parce que je suis payée pour faire ce travail-là, et ensuite quand je rentre chez moi, je bosse sur l'ONG ou mes week-ends. Enfin, clairement, j'avais plus de vie. Quand on préparait le lancement avec Marie-Elisabeth, Adrien, Lisa et toute la team, je suis devenue un peu un peu folle parce que j'avais mon projet de thèse plus mes cours du coup en droit de la mer, histoire de faire une thèse qui soit quand même bien pointue, plus mon travail à côté, plus l'ONG, plus revenir à Strasbourg, donc retourner chez ses parents. C'était très compliqué. Donc, j'ai décidé de travailler moins en étant salariée, et mes parents me soutiennent beaucoup dans mon projet. Donc, ça, c'est aussi important, je pense, soit d'avoir un peu de sous de côté, soit d'avoir des amis ou de la famille qui vont supporter tout ça. Et là, je ne travaille plus pour le moment, et je vis avec ce qui me reste des derniers contrats que j'ai faits. Donc, mon dernier contrat s'est terminé là le 27 avril. Bon, avec le confinement, j'étais au chômage, comment on appelle ça, chômage partiel. Donc voilà, maintenant, on va voir comment ça évolue, mais je suis toujours bénévole. Ok. Et donc la deuxième question, c'était est-ce que des gens s'opposent à tes projets car leurs idées sont différentes des tiennes? Comment tu gères ça? Euh, on n'a jamais eu quelqu'un qui s'est opposé à nos projets. On a eu des personnes qui ont douté du sérieux de l'association en se disant une ONG de protection des océans à Strasbourg, what the fuck, enfin c'est bizarre. Et ça se justifie très très facilement puisque 80% de la pollution, elle est issue des terres et des fleuves et des rivières.
Donc à partir de là, CQFD, il n'y a rien d'autre à dire en plus. La sensibilisation et la protection de l'environnement, elle se fait partout, qu'on soit près des océans, éloigné des littoraux, à Strasbourg ou aux Philippines. On a tous un impact quand on va au supermarché acheter une bouteille en plastique, quand on va pas la mettre au tri. Je veux dire, il y a des gestes simples qu'on peut tous appliquer, et donc c'est pas trop compliqué de descendre un peu les personnes qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, puisqu'à l'heure actuelle, le fléau de la pollution plastique et la nécessité de préserver la biodiversité, elle est plus approuvée, quoi. Donc non, je dirais non. Ok, super. Donc un petit message de Eric qui te disait tout à fait d'accord pour les récifs. J'ai été en Australie voir la Grande Barrière et c'est ce que les organisateurs d'excursions éducatives nous disaient. Ouais, c'est assez terrible ce qui se passe là-bas, et le confinement aura eu aussi un autre impact positif, c'est que pendant du coup le confinement, il y a énormément de plongeurs qui ont été, comment on dit, récupérés pour aller justement planter du corail sur la Grande Barrière, histoire de la restaurer, vu que les touristes ne peuvent plus aller plonger dessus. Donc bon, voilà, la nature reprend un peu ses droits, et j'espère que on va continuer sur cette lancée et pas recommencer à bas les émissions, la destruction de notre nature dès que les restrictions seront levées, quoi. Ok. Je vais prendre une dernière question de Caro qui te demande combien de temps as-tu mis à lancer ton association? Je pense Euh, entre le début de l'idée, si tu veux, et le moment où vous étiez officiellement lancé, c'est combien de temps s'est écoulé Bah franchement, ça a été très vite, parce que comme Adrien m'a appelé en juin, en juillet, je Mhm. suis rentrée, j'ai trouvé du travail, j'ai écrit les statuts en 2 jours. Du coup, j'ai cet avantage-là aussi de pouvoir écrire les statuts moi-même. On les a déposés la semaine d'après au tribunal. On les a déposés, je me rappelle exactement, le 8 août. Le 23 août, on a eu la réponse comme quoi ils avaient été acceptés, donc du coup que c'était officiel. Le 24, c'était mon anniversaire, donc là, c'était super chouette. Et après, je suis partie en mission en Grèce, justement pour parler un peu de l'ONG pendant 2 mois. Et je suis revenue, on a fait le lancement presse, et du coup, tout s'est passé très rapidement, quoi. Enfin, c'était très rapide. Ok. Bah écoute, j'espère que tu es satisfaite de cette réponse, Caro. Oui, et Caro, Euh, du coup, j'imagine, si jamais il y a qui que ce soit ici qui a des questions sur comment créer une association, comment on s'occupe des statuts, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Octopus. C'est vrai qu'on a des relais qui sont assez efficaces pour aiguiller les personnes, répondre aux questions. Et il y a aussi la Maison des associations à Strasbourg qui est très compétente là-dessus. Et du coup, si quelqu'un veut créer une association, c'est pas insurmontable. Mais je dirais que le meilleur conseil, Tout c'est à d'avoir fait. une bonne idée, un bon réseau, et après tout roule. Bah écoute, je profite du fait que tu parles de la maison des associations pour te dire que je fais moi-même partie de la maison des associations. Donc, si jamais vous pouvez aussi venir vers moi, je pourrais vous aiguiller. Donc, en tout cas, on arrive à la fin de ce live. J'espère que ça t'a fait plaisir de raconter ton histoire et de répondre aux personnes. Donc Carrément. nous, on se retrouve jeudi avec Lise qui vous parlera aussi de son projet personnel vu qu'elle a créé sa propre ligne de culottes pour femmes. Donc préparez-vous hein, si jamais vous avez des questions à ce sujet à lui poser. Donc sur les culottes, mais aussi justement la création d'entreprise. Donc il y a des gens, merci beaucoup, c'était très inspirant. Donc merci à toi Eric pour avoir participé, merci à ceux qui nous ont suivis. Est-ce que Ouais. tu as un petit mot à laisser à nos spectateurs avant de les quitter?
Déjà, remercier tout le monde d'avoir pris un peu de temps pour suivre ce live et simplement vous inviter à nous contacter parce qu'on organise souvent des événements un peu sympas. On travaille d'ailleurs avec la brasserie 3 qui nous reverse un pourcentage de son chiffre d'affaires, ce qui veut dire que la majorité de nos événements sont plutôt bienveillants, ludiques. On parle des solutions qui existent autour d'une bière locale et ça fait bien plaisir. On est une bonne petite team de personnes engagées qui ont pour la plupart tout un projet, que ça soit de start-up, associatif ou autre. Donc on vous invite à vous rapprocher de nous et puis voilà quoi, n'hésitez surtout pas. Écoute, super. C'est vrai que dans le live de Elodie, tu avais parlé de faire un apéro bière. Évidemment, si on a le droit à être à moins de 1 mètre de distance les uns des autres, Ouais, euh, j'espère. on essaiera de réfléchir à des trucs comme ça. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui étaient là. Vous pourrez retrouver le live en replay sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à le partager pour ceux qui ont envie de le partager. Il sera sur YouTube aussi pour voir tous les replays. Donc sur le YouTube Apéro Winner, vous pourrez retrouver Lisa, vous pourrez retrouver Mylène, Elodie et vous pourrez retrouver Lola, ainsi que ceux qui vont suivre. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de confinement, en espérant que d'ici 2 semaines, tout soit fini dans le meilleur des cas. Et je te remercie encore d'avoir participé. Merci beaucoup à toi et puis au plaisir de se voir à la sortie du confinement, hein. On essaiera, moi j'essaierai en tout cas de faire un truc avec toutes les personnes qui ont participé au live et de se faire une grande soirée femme inspirante, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais j'imagine Carrément. des trucs. La nuit quand je dors, je rêve de ça, tu vois. De faire des soirées. Ouais, tu vois, je suis comme ça, je fais qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Bon, écoute, je vais mettre fin à ce live. Tu es prête? Oui, 3, oui. 2, 1.